29 octobre 2021. Va vraiment falloir que je change de rythme, hein. Non, parce que je vois bien que vous êtes en manque de sensations fortes, hein. Vous êtes en manque de frissons, je le vois. Bah tu sais quoi, t'as bien fait de venir, parce que je suis revenu avec du costaud, les amis. Alors tu connais la chanson, éteins la lumière, installe-toi confortablement, chope ton coussin anti-paix mouillé, car il est temps de découvrir ensemble un nouvel épisode de Faits réels. L'hiver est terminé, ça y est, les journées se rallongent enfin. Le printemps est là, alors on en profite, évidemment, hein, on reste dehors de plus en plus tard avec les potes. Après une petite soirée sympa, vous décidez de rentrer chez vous à pied en empruntant un chemin peu fréquenté mais plutôt calme. Sauf que voilà, le pull rouge que vous avez choisi d'enfiler innocemment à la soirée vient de réveiller les pulsions meurtrières de l'homme qui empruntait le même chemin que vous. Cette histoire, je ne l'ai malheureusement pas inventée, puisqu'elle terrorisa pendant de nombreuses années la Corée du Sud. Laissez-moi vous raconter l'histoire du tueur en série sud-coréen le plus connu, qui inspira le réalisateur Bong Joon-ho à nous livrer en 2003 un thriller qui deviendra une référence du genre, Memories of Murder. Ce film est encore aujourd'hui considéré comme un des meilleurs films sud-coréens. En même temps, son réalisateur est un des plus doués de sa génération. Rien qu'en regardant sa filmographie, vous allez vous prendre une rouste, les amis, comme jamais votre daron vous en a mise. Dans ce film, on suit Park Do-man et Seo Tae-yoon, deux enquêteurs aux méthodes clairement opposées, qui vont devoir faire équipe pour retrouver et arrêter un violeur et tueur en série qui sévit dans la campagne sud-coréenne. Le réalisateur a évidemment profité de ce film pour mettre en lumière différents problèmes qui ont entouré cette affaire. L'incompétence des forces de l'ordre, la corruption, le manque cruel de moyens ou encore la recherche de résultats à tout prix, quitte à avoir recours à la torture. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous raconter les faits réels qui se cachent derrière cette affaire. Une terrible histoire pleine de twists qui ne trouva d'ailleurs son auteur qu'en 2020, soit 34 ans après le premier meurtre qui a tout déclenché. Le 14 janvier 1994, dans la région de Cheonju, en Corée du Sud, un riziculteur est inquiet de ne pas voir sa fille de 19 ans rentrer à la maison. Elle devait se rendre chez un ami la nuit dernière, mais qui ne l'a jamais vue arriver. Il est d'autant plus inquiet que la région voisine de Hwaseong avait été en proie à un tueur en série impitoyable pendant plusieurs années. Mais bon, pas de quoi psychoter, tous les meurtres étaient concentrés dans un petit canton situé à plus de 100 km de la maison du riziculteur, donc bon, peu de chance que le tueur en série soit actif à Cheonju. Ça n'empêche que personne de la famille n'a de nouvelles de sa fille, et lorsque son gendre vient le voir pour l'aider à la retrouver, ils décident d'aller ensemble à la police pour déclarer officiellement sa disparition. C'est finalement la femme d'un propriétaire de quincaillerie qui retrouvera la fille. En vidant leur garage enneigé, elle va tomber sur un corps enroulé dans une bâche bleue et ligoté par ses propres sous-vêtements déchirés. Comme dans beaucoup d'affaires de ce genre, la police commence son enquête en interrogeant d'abord le cercle proche de la victime. Ils interrogent alors tous les membres de la famille, amis et collègues de la victime. Un membre de ce cercle va rapidement sortir du lot, un certain Lee Chun-jae, le fameux gendre du riziculteur qui s'était présenté le lendemain matin de sa disparition pour lui offrir son aide. Toute la famille est évidemment choquée et c'est dans ce chaos familial que les enquêteurs vont observer un comportement bizarre de la part du gendre. Ils n'arrêtent pas de poser une question autour de lui pour le moins suspecte. 강간과 살인이면 깜빵에서 몇 년 썼지? Il était marié à la sœur de la victime, qu'il avait d'ailleurs quittée un mois auparavant. Des relevés téléphoniques ont prouvé qu'il avait parlé à la victime le jour de son enlèvement. Lee est reconnu coupable du meurtre de son ex-belle-sœur qu'il a donc invité chez lui pour la tuer avant d'aller proposer son aide à son propre beau-père pour tenter de brouiller les pistes. À ce moment-là, Lee est condamné à la prison à perpétuité. Les gardiens diront d'ailleurs de lui que c'était un prisonnier plutôt modèle. Mais ce que personne ne sait, c'est que Lee va duper les autorités pendant plus de 30 ans, jusqu'à ce que la technologie finisse par le rattraper. Le meurtre de sa belle-sœur n'était en réalité que la pointe de l'iceberg.
Notre histoire débute en réalité en 1986 dans la ville de Hwaseong. C'est une région d'environ 230 000 personnes, très pauvre mais très tranquille, principalement composée d'ailleurs de rizières et de forêts. Le 15 septembre de cette année-là, un soir de pluie, Lee Won-him, une dame de 71 ans, rend visite à sa fille. Malheureusement, Madame Lee ne rentrera jamais chez elle, puisqu'elle disparaîtra le soir même sur le chemin du retour et sera retrouvée 4 jours plus tard dans un pré, violée et étranglée à main nue. Et les tensions avec la Corée du Nord étant très importantes à l'époque, la majorité des forces de l'ordre du pays sont concentrées à Séoul pour assurer la sécurité des Jeux asiatiques de 1986. L'équipe chargée d'enquêter sur le meurtre de Madame Lee est donc extrêmement réduite. C'est simple, ils sont 3. Et aucun d'eux n'est prêt à faire face à l'escalade de violence qui s'apprête à s'abattre sur Hwaseong. À l'époque, le village est globalement mal desservi. C'est un petit village campagnard, il n'y a pas de bureau de police dans le village, il y a très peu de routes praticables, ce qui fait que l'arrêt de bus est en bordure de village, les gens doivent marcher plusieurs minutes pour rejoindre leur maison, ce qui fait qu'à ce moment-là, c'était très courant pour une femme de traverser des rizières en pleine nuit pour rentrer chez elle. Le 20 octobre 1986, un mois après le premier meurtre, Park Yoon-suk, une jeune fille de 25 ans, disparaît à la sortie du bus aux alentours de 22h. Son corps est retrouvé 3 jours plus tard dans un canal. Elle a subi les mêmes sévices sexuels que la précédente victime, à la différence qu'elle a été étranglée avec ses propres bas. C'est un détail important puisqu'il sera plus tard considéré par les enquêteurs comme étant la signature du tueur en série. Le 12 décembre 1986, Kwon Jung-bon, une jeune femme de 25 ans, disparaît en rentrant chez elle tard le soir après sa journée de travail. Son corps ne sera retrouvé que 4 mois plus tard, à proximité d'une digue, ayant subi les mêmes sévices que les précédentes victimes, étouffé avec ses propres sous-vêtements. Pas plus tard que 2 jours après son dernier meurtre, c'est au tour de Lee Kye-suk, 23 ans. La jeune femme avait l'habitude d'appeler son copain pour rentrer chez elle ensemble en voiture. Cette nuit-là, c'est la seule et unique fois où elle décida de rentrer chez elle seule. 2 jours plus tard, elle est retrouvée morte dans une rizière, dans les mêmes conditions que les précédentes victimes. À ce moment-là, face au peu d'indices retrouvés sur place et de leur inexpérience face à ce genre de crime, notre équipe de police est complètement perdue. Évidemment, dans les années 80, les moyens dont disposait la police étaient beaucoup moins avancés, beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. Ils vont alors observer différentes similarités entre les différents meurtres et définir un mode opératoire qui va semer la psychose dans tout Hwaseong. Comme on peut le voir dans le film, le serial killer semble frapper uniquement les soirs de pluie et ne s'attaquerait qu'aux femmes portant un vêtement de couleur rouge. Et le 5e meurtre, du 10 janvier 1987, vient confirmer cette théorie. Hong Jin-yoon, une jeune fille de 19 ans qui est rentrée tard de l'école ce soir-là, disparaît à son tour. Elle sera retrouvée le lendemain dans une rizière, ayant subi le même sort que les précédentes victimes. Autant vous dire que l'ambiance plutôt tranquille à la base à Hwaseong a sombré dans la peur et l'angoisse. Les femmes n'osent plus sortir le soir, elles n'osent plus porter de rouge, les hommes c'est pareil, ils n'ont pas envie de sortir le soir de peur d'être accusés à tort. La police de son côté se rend compte que tous les meurtres ont eu lieu dans un périmètre de seulement 2 km. Ils décident alors enfin d'organiser une investigation à grande échelle pour retrouver le coupable. Tout ce qu'ils ont pour l'instant, c'est le groupe sanguin du tueur qu'ils ont identifié comme étant de groupe B. Ils vont interroger à l'époque pas moins de 20 000 personnes, qui représentent à l'époque la quasi-totalité des hommes de la région, et collecter littéralement tout ce qu'ils peuvent. Cheveux, empreintes, salive, tout. Mais comme ils n'avaient ni les moyens technologiques, ni les équipements adéquats, en fait ils savaient rien en retirer de toutes ces données. En gros ça servait à rien. Dites-vous que les empreintes étaient comparées à l'œil nu. Comme une marge d'erreur, on parle d'un tueur en série les mecs, hein, vaut mieux pas se tromper. Ce qui fait qu'au final, même en ayant collecté un stock énorme de preuves potentielles, ils étaient nulle part. 8 mois après le tout premier meurtre, Park Yoon-ju, 29 ans, attend que son mari revienne du travail. Mais ce soir-là, comme il pleut des cordes, elle décide d'aller lui apporter elle-même un parapluie. Mauvaise idée, puisque son corps sera retrouvé 7 jours plus tard par des enfants qui jouaient à proximité. Le tueur lui a fait vivre le même cauchemar que ses précédentes victimes. 4 mois plus tard, un 7e meurtre vient frapper à la porte
de Hwaseong. Une femme de 54 ans cette fois disparaît à son tour. Han Gi-soon sera retrouvée le lendemain dans un canal, dans les mêmes conditions que les précédentes victimes. Avec un cran de torture supplémentaire puisque le médecin légiste va retrouver des morceaux de pêche à l'intérieur de la victime. À ce stade-là de l'enquête, les autorités considèrent qu'ils ont affaire à un psychopathe intelligent, sadique avec ses victimes. Pour lui, tout ça ne serait finalement qu'un simple jeu. Plus de 2 ans s'est maintenant écoulé depuis la première victime du tueur. Et tout ce dont la police dispose est une triste liste de 7 victimes, mais également d'un portrait robot. Portrait robot du suspect qui a pu être établi en partie grâce aux témoignages de survivantes, victimes d'agressions sexuelles qui ont réussi à échapper au pire. Il est décrit comme un homme de corpulence fine, ayant entre 24 et 27 ans, mesurant maximum 1m70, les cheveux courts, le nez fin, pas de double paupière, une voix plutôt basse et des mains douces. Quelle horreur, quelle horreur. Malheureusement, ça sera insuffisant pour parvenir à l'empêcher de trouver sa 8e victime. Sauf que cette fois-ci, le tueur va procéder différemment. Malheureusement, à ce moment-là, personne ne se doute de l'horreur qui s'apprête à bouleverser tout un pays. 박상향은 9월 오전 7시쯤 자기 방에서 혼자 잠을 자다가 성폭행을 당한 뒤 목이 졸려 숨진 채 발견됐었습니다. Park Sang-hee avait 14 ans. C'est la première fois que le tueur s'attaque au domicile même de la victime, mais surtout, jamais jusqu'ici le tueur ne s'était attaqué à une mineure. Comme beaucoup d'autres maisons du quartier, la porte était en réalité faite de papier. Il a donc attendu que la victime soit seule et endormie pour fracturer la porte et s'introduire dans la chambre de la victime. La Corée tout entière est choquée. La colère des Coréens gronde en voyant les meurtres du désormais célèbre tueur en série proliférer sans fin. Certains journaux iront d'ailleurs jusqu'à réclamer la démission des autorités locales s'ils ne parviennent pas rapidement à trouver le tueur. La pression et la frustration se fait de plus en plus sentir au sein de la police, qui en plus de faire face à une accumulation de victimes, voit son honneur et sa crédibilité s'effriter de plus en plus. Pour certains, c'est d'ailleurs à ce moment-là que la police s'est mise à rechercher à tout prix le suspect idéal pour étouffer rapidement cette affaire. Regarde-moi. C'est là le coup qu'elle t'a donné, la fille? Ah non, ça c'est celui que m'a donné... Ta gueule! Et c'est dans ce climat que la police va effectivement trouver son suspect numéro 1. 경찰은 8번째 피의자 14살 양을 살해한 혐의로 Young Sung-yeo, un jeune réparateur de machines âgé de 22 ans. Il est arrêté et interrogé sur le meurtre de la dernière petite victime. Yoon se souvient encore très bien du jour où il a été emmené. Son visage était sale de la journée de travail qu'il venait d'avoir. Il s'apprêtait à manger sa première bouchée de riz quand la police a débarqué chez lui et lui a dit « 갑시다. 지금 당장 갑시다. » Lui qui pensait revenir chez lui le soir pour terminer son dîner, fait face à des policiers en colère, prêts à tout pour le coffrer et clôturer cette affaire. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu motiver la police à désigner Yoon Sung-yeo comme leur suspect numéro 1 ? Yoon a vécu une enfance très difficile. Atteint de la polio à 3 ans, Yoon grandit avec un handicap physique qui l'empêche de se déplacer normalement. À 11 ans seulement, quelques années après le décès de sa mère et l'abandon de son père, il commence à travailler pour pouvoir manger à sa faim. Lorsque la police a fouillé et analysé la chambre de Park Sang-hee, la dernière victime en date, ils ont retrouvé 8 cheveux différents, dont 3 qui appartiendraient à une personne du groupe sanguin de type B. Ça tombe bien, puisque Yoon Sung-yeo est de groupe sanguin B. Ils ont également détecté des traces de métaux lourds dans les cheveux, comme le titane. Et ça tombe bien, puisque Yoon Sung-yeo est soudeur. Parfait. Le problème majeur de cet interrogatoire, c'est que la police a beaucoup trop faim. Ils se persuadent que Yoon a développé une haine envers les femmes à cause de son handicap, et ils veulent des aveux. Et vite. Quasiment privé d'eau et de nourriture, privé de sommeil, Yoon va subir les coups des policiers pendant pas moins de 72 heures. Yoon connaissait bien certains amis de la victime, mais pas Park Sang-hee personnellement, et il n'était jamais rentré chez elle. Concernant ces 3 jours de torture interminables, Yoon Sung-yeo déclara plus tard 뭔가 쓴 기억은 있는데 정확히 뭔질 모르겠어요. Le 28 juillet 1989, la police organise
une conférence de presse. Yoon Song-yeol, visiblement affaibli par l'épreuve qu'il vient d'endurer, avoue publiquement devant les caméras. 그 집에 담을 넣다 보니까요. 그 문구장이 하나 있더라고요. 그래서 그 집을 보니까 여자가 있길래 그냥 부라는 자신의 신체적 특성 때문에 범행이 쉽게 발견될 것을 우려해 박영을 살해했다고 자백했습니다. Malgré ces aveux qui, dans un premier temps, vont soulager une bonne partie de l'opinion publique coréenne, certains éléments dérangent. À commencer par la différence physique entre lui et le portrait robot, la correspondance des cheveux qui ne peut être vérifiée concrètement par un test ADN authentique, puisque ce n'est pas une technologie qui est au point à l'époque. Et surtout, le fait qu'en réalité, à cause de son handicap, Yoon est incapable de franchir le mur qu'il dit avoir franchi avant d'aller tuer sa victime. Le problème dans les années 80, c'est que les investigations étaient centrées autour des confessions. Si un suspect avouait un crime, alors l'affaire était conclue, même s'il n'y avait pas assez de preuves. Seul contre tous, et en l'absence de son avocat commis d'office qui n'a pas pris la peine de se déplacer pour le défendre, Yoon est condamné à perpétuité. Du coup, maintenant qu'il est derrière les barreaux, j'imagine que les meurtres vont cesser. Dans la nuit du 15 novembre 1990, Kim Mi-jung, 14 ans, est retrouvé sur une colline pieds et mains attachés, ayant subi les mêmes sévices que les précédentes victimes du tueur. Ah, ça la fout mal pour les autorités, ça c'est ballot, c'est vraiment ennuyant que ça continue quoi, parce qu'ils avaient pourtant... Ouais, c'est gênant. Parce que si Yoon est en prison, qui a commis le 9e meurtre? Toute la Corée est replongée dans l'horreur. Les habitants de Hwaseong sont à bout. Ils ne savent plus quoi faire et ont même érigé un épouvantail en guise de talisman pour tenter d'éloigner le tueur. Quant à la police, elle tente de se défendre en indiquant que Yoon était en fait un copycat. Ouais, un criminel qui imitait un tueur. Et qu'il est donc là où il devrait être, en prison, à vie. Cela dit, ils sont forcés de constater que le tueur est toujours en liberté. Et tous les meurtres ayant maintenant eu lieu dans un périmètre pas plus grand que 10 km, ils vont redoubler d'efforts et poster un agent de police tous les 100 mètres autour de celui-ci. Des policières habillées en rouge vont même patrouiller la nuit pour essayer de tenter le tueur. Pas très efficace, puisque 5 mois plus tard, le tueur va trouver sa 10e victime. Le 4 avril 1991, Kwon Sun-song, une dame de 69 ans, est retrouvée sur une colline. Elle a malheureusement subi le même mode opératoire que les précédentes victimes du tueur. Ce 10e meurtre est considéré comme le tout dernier meurtre de la longue série du tueur en série de Hwaseong. Après ça, ces crimes vont soudainement cesser, du moins officiellement. Il faudra ainsi attendre 28 longues années supplémentaires pour avoir la réponse à la question que tout le monde se pose: qui est le tueur de Hwaseong? Le 2 avril 2006, 15 ans après le dernier meurtre, le délai de prescription arrive à son terme. Ce qui signifie que même si le coupable est retrouvé, il ne pourra malheureusement plus être inculpé pour tous les meurtres qu'il a commis. Au mois d'août 2009, Yoon Song-yeol, le soi-disant copycat du tueur, est libéré de prison après 20 longues années. Et c'est une avancée incroyable dans le domaine de la science médico-légale qui va venir tout changer. Puisqu'on est désormais capable de restaurer un ADN même endommagé afin d'en extraire toutes ces données. Au mois de septembre 2019, soit 28 ans après le dernier meurtre, la police reçoit une dénonciation anonyme, indiquant l'identité d'un homme dont l'ADN correspondrait à au moins 3 des 10 victimes de Hwaseong. Cet homme, c'est Lee Chun-jae, un homme condamné à vie dans la prison de Busan pour avoir violé et tué sa belle-sœur en 1994. Comme un air de déjà-vu, non? Après 30 ans, le tueur est enfin identifié. Et lorsque les autorités vont l'approcher pour la première fois au sujet de cette affaire, voilà ce qu'il va leur répondre. 마침내 나를 찾아내셨구만 그래. Le pire pour les autorités, c'est qu'ils vont se rendre compte que Lee était là depuis le début. Il habitait littéralement au centre de ces crimes, à quelques dizaines de mètres pour certaines de ses victimes. Mais le truc, c'est que Lee vient en réalité d'une famille riche et influente de la région, qui possède beaucoup de terres.
Et les investigations, ils étaient pas vraiment tournés vers les hommes de famille riches. Mais attends, parce que la police a interrogé quasiment tous les hommes de la région, donc c'est pas possible que... Non, effectivement, l'homme a bien été interrogé à l'époque, mais vous êtes pas prêts. Rappelez-vous qu'à l'époque, la police était à la recherche d'un homme de groupe sanguin B. Eh bien, il s'avère qu'après analyse, le groupe sanguin de Lee Chun-jae est de groupe 0. Les mecs se sont chiés sur l'analyse. À savoir que le groupe sanguin de type B, c'était une preuve majeure à l'époque. C'est finalement le seul point commun qui rapprochait le pauvre Yoon du vrai tueur. Oui, vous ne rêvez pas, pendant toutes ces années, les enquêteurs ont couru après un coupable au mauvais groupe sanguin. En l'espace de 13 jours, Lee sera interrogé pas moins de 9 fois par une enquêtrice qui tentera de gagner sa confiance afin d'obtenir un maximum d'aveux de sa part. Qui cherchera également à garder son sang-froid, puisque l'homme fera une fixation malsaine sur ses mains tout au long des interrogatoires. Stratégie qui paye, pour une fois, puisque l'homme va non seulement avouer les 10 meurtres de Hwaseong, mais également 3 meurtres supplémentaires dont la police n'avait pas connaissance, ainsi que 30 viols et tentatives de viol. Et les enquêteurs vont être particulièrement surpris lorsqu'arrivé au 8e de ces crimes, Lee Chun-jae dessine de manière quasiment parfaite la maison de sa 8e victime, celle pour laquelle Yoon fut accusé à tort. Et bien que le délai de prescription ne permette pas à la justice de l'inculper pour ces crimes, il y a par contre quelqu'un qui compte bien se battre pour récupérer son statut d'innocent. Le 2 novembre 2020, 13 mois après les confessions de Lee, le procès de Yoon a lieu 30 ans après avoir été accusé à tort. Lee confirme bien ses aveux durant le procès. 범행 장소는 어디입니까? 저희 집 근방입니다. 100m 약간 안 되는 걸로 알고 있습니다. 피해자의 집은 어떻게 들어갔어요? 대문이 조금 열려 있어가지고 그냥 문으로 들어갔습니다. Déclarant ainsi officiellement l'innocence de Yoon Sung-yeol. Le chef de la police Bae Young-ju, en charge de cette affaire à l'époque, va d'ailleurs déclarer 저는 이춘재 사건의 피해자들과 그 가족들과 그리고 윤성여 씨를 포함하여 경찰의 조사 결과 무고한 피해를 받은 모든 분들께 진심으로 깊이 사죄드립니다. Yoon vit désormais une vie d'innocent bien méritée et recevra d'ailleurs plus tard une compensation d'un peu plus de 2 millions de dollars qui ne lui rendra malheureusement pas les 20 années qu'on lui a volées. 내가 겪은 일을 다른 사람은 겪지 않길 바랍니다. 내 삶이 앞으로 어떻게 흘러갈지 모르겠지만 지금은 만족해요. Lee Chun-jae, quant à lui, purge actuellement une peine à perpétuité dans la prison de Busan. 넌 아직도 내가 왜 빨리 안 잡혔나 이해가 안 가. 사방에 경찰이 깔렸는데 나한테 자꾸 엉뚱한 사람에 대해 묻더라고. 한 번은 신문 때 내가 죽인 사람의 시계까지 차고 있었는데 말이야. Et lorsqu'on l'interroge sur ses motivations à l'époque, voilà ce qu'il répond. 난 아직도 내가 왜 그랬는지 잘 몰라. 계획적인 건 아니었거든. 그건 충동 같은 거였어. 마치 불로 뛰어드는 나방처럼 말이야. Eh ben pas sûr que j'ai envie de me trimballer le soir, avec un quelconque artefact de couleur rouge, je sais pas ce que vous en pensez vous. J'espère en tout cas que cette histoire vous aura captivé autant que moi. Finalement, le film Memories of Murder, que je vous conseille vraiment de prendre le temps de découvrir, se rapproche assez fort des vrais événements, à la différence évidemment qu'à l'époque, personne ne connaissait le coupable. En tout cas, si cet épisode vous a plu, et plus généralement ce format, n'hésitez pas à claquer le petit pouce bleu, si c'est le cas, j'essayerai d'en faire un peu plus souvent. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez soin de vous.